Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Puisque vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis à Reims chez Latitude, entreprise qui fabrique un mini lanceur qui s'appelle Zephyr, que vous pouvez voir juste derrière moi. Et je suis entouré aujourd'hui de belles personnes, des ingénieurs de chez Latitude. On va tous se présenter petit à petit. Je vais commencer par toi. Justine, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez Latitude? Je suis ingénieure système fluide chez Latitude. Je suis arrivée au début de l'entreprise il y a à peu près 3 ans. Je fais partie du pôle fluide et je m'occupe de tout ce qui est installation fluide sol. Donc à la fois les moyens sol qui seront sur le spaceport, à la fois les bancs d'essai, dont le banc d'essai justement qui nous a permis d'allumer le moteur. Donc ça va à la fois de la conception, l'approvisionnement des équipements et ensuite on récupère les données d'essai et on analyse tout ce qui se passe. D'accord, donc si j'ai des questions à poser, par exemple sur les carburants, comment ils se comportent dans la chambre et tout. Ça, c'est plutôt équipe propulsion qui a vraiment designé le moteur. Moi, on me fournit un moteur avec des débits, pression respectés. Et derrière, avec toute l'équipe fluide, on fait en sorte de mettre en œuvre un moyen qui allume le moteur en respectant tous les requis. Ok. Ensuite, juste à côté, Bastien, est-ce que tu peux te présenter aussi? Yes, Bastien Baticle, du coup je suis directeur technique chez Latitude, Chief Technical Officer. Du coup je m'occupe dans toute la partie donc, bureau d'études et essais. Okay. Donc aujourd'hui c'est 5 départements, un peu plus de 100 personnes. Et du coup ça fait bientôt 4 ans, là, dans quelques jours que je suis chez Latitude, donc anciennement Venture Orbital System, que j'ai rejoint au tout début de l'aventure quand on était une vingtaine. Ah ouais, ça grossit vite là, parce que vous êtes combien là, chez Latitude? On a passé les 160 personnes. Ah ouais. Avec une projection, on va passer les 200. Ça, c'est pas trop dur de retenir les noms de tout le monde, il y a des nouveaux tout le temps. Un petit peu compliqué, mais on s'y fait. Là, moi, ça va être une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'essayer de connaître toutes les équipes et de connaître les prénoms de tout le monde dans l'équipe. Ouais, justement, juste à côté, Jawad, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter aussi, qu'est-ce que tu fais chez Latitude? Donc moi c'est Jawad, donc j'ai 28 ans, je suis arrivé à Latitude il y a à peu près 1 an. Okay. Je suis responsable du banc d'essai Celerity, qui est le banc d'essai moteur. Donc je fais partie du département essai et donc moi je me suis occupé de toute la partie intégration, qualification et jusqu'aux essais. Donc en fait je fais partie de l'équipe opérationnelle et donc je déroule toutes les opérations qui amènent un essai moteur que vous avez pu voir et dont on va parler tout à l'heure. Ouais. Okay. Et juste à côté de moi, Antoine, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter aussi, qu'est-ce que tu fais chez Latitude? Antoine, je suis responsable des départements essais. C'est une équipe de 24 personnes qui fait partie de la direction technique sous Bastien. On a à peu près un tiers d'ingénieurs et 2 tiers de techniciens en charge donc, de l'intégration et de la qualification des bancs, de l'exploitation aussi. Et entre autres, la petite partie, c'est aussi l'autre établissement qui est le centre d'essai de Vatry, donc, dont on a l'exploitation aussi. Okay. Bon, on va parler de tout ça en détail, on a à peu près 1 heure d'émission, donc installez-vous. Ma première question, c'est pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez présenter Latitude dans les grandes lignes et votre mission? Qu'est-ce que vous faites à Latitude? Qui veut répondre à ça? Je vais commencer. Voilà, colle, éviter. Du coup, chez Latitude, on développe lanceur, donc comme tu le disais, le lanceur Zephyr, qui fait une vingtaine de mètres. On est à peu près un peu plus de 20 tonnes au décollage, pour un objectif de charge utile 200 kg sur de l'orbite basse. Et donc, du coup, l'objectif, notre service de lancement, nous, c'est de faire du service de lancement dédié. Donc, sur un client, être capable d'emmener un client sur une orbite dédiée. Et donc, comme on est sur du service dédié, on a besoin d'une cadence de lancement assez élevée, donc de 50 lancements. Ça reste un petit lanceur, donc qui est plutôt facile à produire, contrairement à typiquement une Ariane 6, qui est beaucoup plus complexe à produire. Et donc, du coup, voilà, c'est le secteur, ce secteur du service dédié. On aime bien prendre un peu l'analogie du service Uber. En fait, nous, on est aujourd'hui le Uber du spatial. On reprend souvent l'analogie où quand tu es lendemain de soirée et que demain, tu dois te lever pour venir chez Latitude, est-ce que tu prends le Noctibus ou est-ce que tu prends un Uber pour rentrer chez toi? Tu vas avoir besoin de prendre ce service dédié pour être chez toi plus rapidement, pour arriver exactement à ton domicile, et en plus de gagner du temps, de l'énergie pour en avoir le lendemain. Alors pourquoi 200 kg du coup? Vous avez réfléchi un peu au marché, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de nanosats en ce moment. Il y a d'autres équipes, notamment chez les Américains, qui pensent qu'on va plutôt entrer dans l'ère des mégasats, des énormes satellites plats. Vous vous êtes placé sur 200 kg. Oui, effectivement, sur la partie étude de marché, donc en fait on a pas mal de satellites qui se positionnent
On va être sur l'ordre de satellites d'une cinquantaine de kilos, qui vont commencer un petit peu à grossir aussi, comme sur la partie 50 kilos, pour offrir un peu plus de services, un peu plus de capacité de charge utile. Et derrière, donc, ça offre la capacité de tirer 2 satellites. Donc ça permet typiquement de faire tout ce qui est déploiement de IOD, donc In-Orbit Demonstration, donc pour les premiers satellites, avant de lancer les constellations. Et ça permet aussi de faire toute la partie complément de constellation, donc sur cette partie-là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter un tout petit peu plus Zephyr dans les détails? Donc on a dit 20 mètres de haut. On a vu une architecture, alors on ne peut pas le voir là, mais on a du coup une grappe de 9 moteurs, c'est ça, au premier étage? Alors, tu vas avoir 7 moteurs. 7 moteurs. Tu as 7 moteurs au premier étage, un moteur équivalent, donc même architecture, au deuxième étage, avec bien sûr une extension de tuyère et un point de fonctionnement qui est adapté au vide pour cette partie deuxième étage. Donc sur ça, sur des 2 étages, tu as à peu près une répartition 14 mètres sur le premier, 6 mètres sur le second, si les chiffres sont bons, ça va. Ça va, c'est bon. Et du coup, avec une capacité, donc par une propulsion supplémentaire au deuxième étage, une capacité d'être capable de tout ce qui est les manœuvres en orbite, donc ça soit de la circularisation, des changements de plan, des changements des changements de points d'injection, et toute la partie des orbitations, puisqu'on a aussi bien sûr à cœur de s'inscrire dans toute cette partie-là, de ne laisser aucun débris lors de nos lancements. Et du coup, des Zephyr, vous voulez en construire 50 par an? Enfin, c'est l'objectif annoncé par l'entreprise? C'est ça, 50 lancements. Et du coup, on est sur 400 moteurs par exemple à produire. Et comment vous allez faire? Genre, vous vous êtes inspiré par exemple de l'automobile, d'autres industries ou... Parce que 50 lanceurs par an, c'est énorme, même dans le monde entier pour l'instant. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à faire ça. Oui, donc effectivement, le maximum, on doit être côté nouveau-zélandais, où je pense ils ont dépassé la trentaine par an, ce qui est déjà énorme. Donc on s'appuie sur pas mal de choses. Alors comme tu disais, automobile, oui, c'est quelque chose qu'on s'inspire beaucoup. Aujourd'hui, notre directrice des opérations, elle vient du monde de l'automobile. Okay. Donc directrice d'opérations qui gère aussi donc, toute la partie production, industrialisation. Donc c'est elle qui travaille sur toute cette partie, alors à la fois toute la partie amont, chaîne de logistique, appro, toute la partie des chaînes d'assemblage et toute la partie après logistique envoi vers les spaceports. Donc aujourd'hui là vous êtes dans une usine qui fait 3000 m², donc qui permet forcément pas de produire 5 à 10 lanceurs, mais on a un projet de nouvelle usine où là on passe sur 15 000 m², à la fois toute la partie chaîne d'assemblage et bureau, permettant d'avoir cette cadence de 50. Toujours à Reims? Toujours à Reims. Pourquoi Reims? Non, mais c'est vrai, quand on parle spatial en France, on pense à Toulouse, on pense à Paris, on pense à Bordeaux. Mais Reims, vous êtes les seuls à Reims. Ouais, dans le spatial. Je n'étais pas encore arrivé, mais il y a des belles anecdotes, je crois, sur l'arrivée à Reims. Est-ce que tu savais que le spatial avait démarré à Reims? Le spatial français avait démarré à Reims. Je ne savais pas. Mais du coup, les toutes premières fusées, donc on parle de tout ce qui est diamant, etc., c'était à Reims? Ouais, tous les essais, quand ils faisaient les essais donc, de toute la partie Véronique, il me semble. Les premiers essais Véronique ont été faits sur une base militaire qui est à Sup, donc qui est vraiment dans la région. Et donc, l'histoire montre que ça ne va pas durer très longtemps. Ils sont rapidement partis après à Maguire, mais en fait, ils ont commencé ici. Et en fait, c'est un très fort historique sur la partie aéropostale. Donc, toute la partie aéropostale aussi est née dans la région. Et donc, tu as encore on va dire une fin d'industrie qui était encore là, de l'aéronautique, de l'aérospatiale. Et on s'est retrouvé quand on a cherché. Alors, moi, j'étais pas là, mais je suis arrivé au moment où on venait de la société s'est installée à Reims. En fait, on est aujourd'hui dans une région, un département et une ville qui a à cœur de diversifier son activité et de renforcer et de faire revenir en fait toute cette industrie autour de l'aéronautique. Et donc du coup, alors vous avez beaucoup de soutien, quoi. Voilà. Ouais. Effectivement, beaucoup de soutien. On travaillait avec pas mal de villes, que tu as cité, la région parisienne, la région de Toulouse. Et finalement, c'est ici où on a eu le plus de soutien pour lancer notre activité. D'accord. Et vous avez même du coup un site d'essai maison, en fait, vous faites tout en interne ici. Parce que moi, je vois beaucoup d'entreprises du New Space en France ou même en Europe qui vont faire leurs tests en Allemagne, à Lampol-Olsen, je ne sais pas si je prononce bien, au DLR. Quoi. Mais vous faites tout en interne. C'est une volonté de tout faire en interne pour pouvoir aller plus vite? Oui, exactement. Ouais. Alors, on ne fait pas tout en interne. Aujourd'hui, on n'a bien sûr pas la capacité de tout produire en interne. On s'appuie sur
un tissu industriel majoritairement local. Quand on peut pas, on s'écarte un petit peu. Mais effectivement, très rapidement, on avait commencé par faire nos essais en Écosse. On a vu les gros problèmes de logistique que ça amène, tous les temps d'itération, même si on est capable d'itérer rapidement sur la technologie qu'on a choisie. On a des temps d'itération très rapides, on a des temps d'itération très longs quand on était en Écosse, et nous, on voulait des temps d'itération plus rapides. Et donc, du coup, on a assez rapidement essayé de chercher une zone d'essai. Et donc là-dessus, on a reçu énormément de support du département de la Marne pour nous aider donc, à chercher une zone d'essai. Et après, donc, c'est toute l'équipe essai qui s'est occupée de toute la partie administrative, puisque c'est pas si simple que ça d'avoir un site d'essai. Surtout pour faire des moteurs de fusée. C'est le deuxième site en France qui a aujourd'hui ces autorisations pour faire des essais de moteurs biliquides. Ok. Et alors, est-ce qu'on a une première date pour le lancement de Zephyr? Parce que moi, j'entends parler de 2026, mais 2026, c'est flou. C'est début 2026, c'est fin 2026, c'est mi-2026? Parce que j'imagine que vous devez avoir une pression énorme, vous devez avoir des deadlines assez énormes. Ça, oui. Alors, du coup, on peut l'attendre quand, ce premier vol de Zephyr, à date? On sera en 2026. Aujourd'hui, c'est difficile de s'avancer plus avec certitude, notamment parce qu'on est en plein milieu des essais. Ouais. Et ça va dépendre énormément des résultats et du nombre d'itérations qu'on va devoir faire pour pouvoir être capable de déposer en fait, le design final du moteur, qui est un des éléments principaux du lanceur, et être capable après de produire ce moteur en plusieurs versions, en plusieurs exemplaires pour le premier vol. Justement, on va y revenir sur cet essai. Je vais vous mettre les images en même temps pour que vous puissiez voir, chers spectateurs, ces images de la chambre de combustion qu'il y a eu il n'y a même pas quelques semaines. Du coup, on en est où concrètement aujourd'hui? Vous avez fait cet essai de chambre de combustion. Est-ce que vous pouvez me dire où c'est que vous en êtes dans vos essais? Est-ce que c'était concluant, pas concluant? Qu'est-ce qu'il y a à faire après? Alors là, il y a différents points de vue. Moi, je vais pouvoir donner le point de vue essai, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même que celui du BE, dans lequel est Justine. Justine s'occupe vraiment de la partie création, design. Okay. Nous, côté essai, on réceptionne en fait les pièces. C'est un peu comme le BE est notre client. Okay. En fait, donc, sur l'avancée de développement du site, du centre d'essai, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a avancé assez vite, assez bien. On a aujourd'hui 3 bancs qui sont en pleine exploitation, donc c'est pas mal. Ça nous 3 bancs? Parce que vous testez la chambre, la turbopompe. Il y a encore autre chose après? Ah ouais, le premier banc, en fait, c'était un... Alors, on s'écarte un peu de la question principale. Ouais. Non, mais c'est comme ça, c'est quand on discute, on discute. On a 3 bancs. Le premier, c'est une révision un peu pimpée là, de Tenacity, on l'a appelé, le premier banc, qui vient de Saxe-Savorbe, qui a servi à faire l'allumage du MK1, qui a été ramené à Vatry, sur le centre Titan, et dont on se sert aujourd'hui à faire des passages en eau, pour calculer les pertes de charge dans la chambre qui, elle, est imprimée en 3D, donc pour vérifier la bonne structure des canaux. Okay. C'est le seul moyen de pouvoir, entre guillemets, inspecter à l'aveugle l'intérieur de la paroi, parce que du coup, les canaux passent dans le moteur, de ce qu'on voit à côté de toi, et on ne peut pas rentrer une loupe ou une caméra pour aller voir si c'est bien dedans. Donc c'est une méthode assez simple qu'on a trouvée pour pouvoir... vérifier la bonne impression des moteurs, des chambres. Et le deuxième, c'est un banc qui a été créé à Vatry, qui du coup nous permet de faire la partie catalyseur, donc le générateur de gaz et la turbopompe également. Donc l'un puis a été modifié pour accepter la turbopompe. Pour faire des essais, on verra après peut-être plus en détail, mais les essais en inerte, entre guillemets. On a commencé par faire tourner la turbopompe avec de l'eau, de l'huile, puis après en cryo. Donc pour y mettre le LN2 et le LOX, qui sera du coup le mode de fonctionnement nominal de la turbopompe. Et troisième banc du coup sur lequel travaille Jawad. Le banc Celerity du coup, donc c'est le banc d'essai moteur qui a été monté au milieu de l'été, qui a été intégré en 6 mois et testé, qualifié pour pouvoir accueillir le moteur sur le banc, et qui nous permet de faire tous les essais, donc à la fois de la chambre, mais également de tout le moteur complet. Avec la turbopompe et son catalyseur. Fait en 6 mois? C'est pas mal, hein? Alors, 6 mois de partie intégration, qualification. C'est vrai que souvent on s'arrête à ça. Le BE en amont a beaucoup travaillé là-dessus pour du coup designer, lancer en production certaines lignes qu'on n'était pas capable de faire nous-mêmes. Toutes les grosses pièces, on va dire, dont on n'avait pas encore la capacité, ont été livrées à partir de l'été 2024.
Et nous, on s'est chargé de l'intégration, puis de terminer, entre guillemets, le sur-mesure de toutes les lignes fluides, puis les raccordements élec, les tests d'adressage, les qualifications de chaque système, qui nous avait d'ailleurs donné à l'époque laisser pousser des ailes en pensant qu'on allait pouvoir allumer la première chambre en fin d'année 2024. Et puis il a fallu se rendre à l'évidence que même 6 mois, c'est très très court. Ouais, non, mais c'est assez court. Hein. Ouais. Et du coup, on a allumé en début de l'année 2025 plutôt. Du coup, sur la question originale qui était est-ce que les essais avancent bien? Ouais, aujourd'hui, on a réussi à prendre, malgré plusieurs fois, mais on a réussi à allumer la première chambre à partir du la quatrième tentative pour faire enfin ce qu'on appelle un allumage réussi pour nous. C'est vraiment la durée voulue sur une poussée stabilisée avec une flamme, quelque chose de constant, cohérent avec ce qu'on attendait. Donc ça, après, bon, nous, en tant que testeur du moteur, on récupère les données, on les relivre au BE qui les analysera de son côté, chacun son boulot. Et ben justement, en termes de chiffres, ça a donné quoi ce premier allumage? Du coup, moi j'ai plutôt étudié la partie, on va dire, bande d'essai. Ouais. Donc avec Java, on a travaillé ensemble là-dessus, donc on récolte les données. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder comment s'est passée la régulation en termes de pression débit. Donc on regarde est-ce que c'était stable, est-ce qu'on a atteint les débits voulus, pression voulue, est-ce qu'on avait un bon rapport de mélange, etc. Et donc on a eu plutôt des bons retours de régulation, on a réussi à avoir quelque chose d'assez stable. Donc très bon retour pour cet essai-là. Ok. Et pourquoi c'est dur d'allumer un moteur? Parce que j'entends toujours toutes les équipes qui disent non mais l'allumage c'est super compliqué. C'est un peu de l'orfèvrerie, quoi. En fait, ce qui prend beaucoup de temps, c'est pas forcément de monter un banc, parce que ça, si tout va bien, tout s'emboîte bien et c'est nickel, même si c'est jamais le cas, on le sait. Mais derrière, toute la partie qualification du banc, c'est un peu un saut dans l'inconnu, même si toutes les équipes BE, XI et nous, on travaille ensemble, on prépare tout ça, et on a notre expérience personnelle des métiers qu'on a fait avant, qui nous permettent de savoir où on va, de donner un petit cap. Mais on est toujours surpris par la réalité du terrain et par la réalité du design qu'on a mis en place. Et donc, arriver aux spécifications, donc c'est ce que nous demande la propulsion, en termes de pression d'entrée du moteur, arriver à leur donner pile poil ce qu'ils veulent, ou même ne serait-ce que quelque chose qui se rapproche de ce qu'ils veulent, c'est pas un jeu de hasard, mais ça demande du travail, et qui permettent ensuite d'arriver à un banc qui répond, et qui se veut surtout flexible. C'est ce qu'on a toujours voulu, en fait, on fait pas juste un banc pour répondre à ce moteur-là, cette version-là, et on veut l'allumer celui-là. On veut allumer tous les moteurs de Latitude, on veut vraiment faire tous ces éléments-là sur ce banc-là, et donc pour ça, il faut que ce soit un banc qui puisse répondre à toutes les demandes. Entre la partie vraiment bureau d'études où on fait le design et le moment où on commence à vraiment monter le banc et à tester, il y a toujours des gros écarts. Forcément, on cherche à avoir une régulation parfaite avec un détendeur qui fonctionne très très bien. Derrière, quand on commence à le tester, on voit qu'il faut changer un petit peu la pression, il faut changer une vanne, etc. Et donc c'est pour ça que forcément, derrière, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est beaucoup de bricolage au final de spatial? Enfin, c'est pas l'image qu'on a habituellement. Oui, il faut le dire. C'est surtout s'adapter, c'est faire preuve de cette capacité-là à répondre à un problème assez rapidement et à trouver tout de suite la bonne solution, ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher en tout cas, pour permettre d'avancer, parce que c'est ce que veut Latitude. On sait qu'il y a de l'ambition, il y a des objectifs qui sont clairs et qui sont annoncés, et derrière, pour pouvoir y arriver, faut faire preuve de réponse comme ça. Dès qu'on a un problème, on n'a pas la solution tout de suite ou très rapidement, forcément on risque de se poser beaucoup de questions. Et le but c'est de servir un peu des compétences de chacun pour très vite fixer un cap et y aller. Vous étiez tous dans des entreprises de spatial avant ou pas? C'est vrai que dans la présentation, on n'a pas trop donné. Parce que du coup, je me demande si c'était les mêmes processus dans, on appelle le old space, que dans le new space, qu'il y avait autant de bricolage ou pas. Si vous étiez dans le spatial avant. Oui, ça... Il y avait un peu de bricolage, mais non, dans toute la partie bureau d'études, il y a vraiment deux mondes. Ouais. Aujourd'hui, le legacy space ou le old space, comme on l'appelle, on est vraiment effectivement dans la recherche du fonctionnement exact et nominal, avec des années et des années de calcul, de simulation. Nous, on va être beaucoup plus sur un développement où, en fait, le plus rapidement possible, on va partir à l'essai. Et en fait, on va itérer sur nos résultats d'essai pour avancer. Et donc, forcément, les premiers essais, ça se passe pas bien. Ça se passe pas comme le monde parfait. Et donc, du coup, on itère vachement là-dessus. Ok. Donc, on a une approche beaucoup plus itérative. Après, on est quelques-uns à avoir fait des campagnes de lancement. Sur les campagnes de lancement, même dans le legacy, parfois...
ça se passe pas comme les bureaux d'études avaient prévu, et pour autant, il faut pas repousser la date de lancement. Ça bricole un peu, quoi. Donc ça bricole un peu. Ok. On s'adapte. On s'adapte. Voilà. Comment on conçoit un moteur fusée de zéro? Comment à Latitude vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez vous êtes inspiré de ce qui se passait chez la concurrence? Est-ce que vous avez dit non, on repart d'une feuille blanche, on va tout refaire nous-mêmes? Comment vous avez fait? Alors, en fait, à la base, il y a une philosophie. La philosophie de Latitude, c'est de se dire faire un lanceur, aller en orbite, c'est compliqué. Ouais. On dit space is hard, it's rocket science. Et en fait, très rapidement, on s'est dit globalement, la propulsion, c'est une des briques les plus complexes. Il faut partir sur quelque chose de pragmatique et partir sur quelque chose qui existe déjà, qui a déjà été éprouvé de nombreuses années. Et c'est pour ça qu'on est parti sur un choix, un mélange oxygène liquide kérosène, Ouais. qui existe depuis les années 40-50. Et donc du coup, qui est très documenté, il y a beaucoup de bibliographie. Et donc toute la première partie a été en fait de travailler sur ça. Et toute l'équipe donc propulsion là, qui est là depuis vraiment, c'est l'une des plus grosses équipes depuis le début. Ils sont en fait partis sur donc, cette technologie-là en apportant plus des nouvelles technologies sur la manière de concevoir et sur la manière de fabriquer. Et donc c'est pour ça notamment qu'on est parti sur l'impression 3D, Ok. l'impression 3D métal qui nous permet de faire des formes qui n'étaient pas possibles sur de la fabrication standard, et d'aller chercher aussi une capacité d'itération très rapide. Aujourd'hui, quand tu veux faire une forme un peu complexe, si tu pars sur des anciennes méthodologies de fabrication, tu vas partir sur des moules, donc tu es obligé de faire un moule, c'est assez complexe. Si tu veux des moules rapides, il faut faire des moules à cire perdue. Enfin, tu rentres dans une complexité qui ne te permet pas d'itérer rapidement. Ouais. Tu as de nombreux mois en fait, avant de pouvoir faire ta première pièce. Sur l'impression 3D, très rapidement, tu as un peu de mise au point quand même pour pouvoir faire les formes et les géométries que tu veux. Mais très rapidement, en fait, tu es capable de produire ta pièce. Et si tu as le moindre souci, et ben donc, du coup, tu modifies ta CAO. Et derrière, tu peux réimprimer et retester très rapidement. Ok. Et donc ça, c'était un choix dès le début. Et donc du coup, pour te répondre un peu à la question, là, en fait, on a déjà voulu démontrer la viabilité de la technologie impression 3D sur un cycle LOX kérosène, donc sur une chambre de combustion qu'on appelle MK1, donc qui était notre démonstrateur, donc qui faisait à peu près la moitié de la taille de cette chambre. Et qu'on a pu tester en Écosse à Saxavron et qui nous a donné des super bons résultats et qui nous a permis donc de valider la technologie et après de partir sur un modèle conçu et designé pour le vol, donc ce moteur MK2. Donc là on voit uniquement la partie chambre de combustion. Elle est faite en quoi cette chambre de combustion du coup? Et donc du coup elle est imprimée full 3D, donc tu es aujourd'hui en 2 pièces. Donc on est sur l'Inconel 718 qui est un alliage qui est assez simple à utiliser dans les machines d'impression 3D et qui offre des bons rapports sur toute la partie thermique aussi, tenue thermique. Pour qu'on se rende compte un petit peu, une chambre de combustion sans fabrication additive, c'est combien de pièces normalement? Je ne saurais même pas te répondre. Ouais. En fait, ça va dépendre tellement des types de chambres. Parfois, tu vas avoir un tube, notamment pour toute la partie canot de refroidissement. En fait, tu as un tube qui est soudé tout le long. Mais tu es obligé de mettre une paroi de protection thermique interne, une paroi de structure en externe. Donc très rapidement, ça, tu peux monter sur de nombreuses pièces. Et vous êtes capable d'itérer assez rapidement du coup là sur les chambres de combustion maintenant avec vos machines de fabrication additive? Ouais, alors sur ce type de pièces, donc oui, tu es capable d'itérer rapidement. La grosse problématique, elle va plutôt être sur la hauteur d'impression. Tu es quand même sur une pièce qui est quand même sur on commence à rentrer en limite de capacité des machines. Des machines. Et du coup, aujourd'hui, des machines comme ça, il n'y en a pas 10 000 en Europe. Et donc, l'idée va plutôt être sur le temps d'occupation machine qu'il faut réserver. C'est des choses qu'on fait maintenant sans problème. On a un très bon partenaire sur le sujet. Et maintenant que vous avez testé un peu l'impression 3D, vous n'avez pas envie de le faire sur tout le reste du lanceur? Comme faire, je sais pas, comme les Américains de Relativity qui veulent tout faire en impression 3D. Il n'y aurait pas des avantages à faire des réservoirs totalement avec les machines et tout? Bonne question, ça. Bonne question. Non, mais en fait, ça serait. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste en impression 3D, mais c'est vrai que sur les capacités qu'on a en impression métal comme ça, je pense que ça ferait des masses énormes, quoi. On est capable aujourd'hui de bien mieux optimiser les rapports structure-poids
avec du bobinage carbone ou de l'aluminium qui serait bien plus optimisé que l'impression. Parce que là, ça demande énormément de résistance, donc c'est vrai qu'on peut imprimer encore des bons blocs. Ouais, après, il faut voir que l'impression 3D, on dit, on fait de l'impression 3D, en fait, c'est la partie dans l'imprimante. Je ne sais pas si tu as déjà fait même de l'imprimante plastique chez toi. Ça représente peut-être 5-10% de ton activité sur la pièce. Ouais. Après, alors, là, sur ce type d'impression 3D, tu as été de la poudre, donc il faut dépoudrer. Il faut faire toute la partie traitement thermique, il faut faire toute la partie réusinage. Et puis après, on expliquait tout à l'heure, tu as des problématiques associées à la production. Il faut que tu testes ta pièce sous certaines conditions. D'accord. Si on revient un petit peu sur la campagne d'essai, pourquoi vous testez séparément la chambre de la turbopompe? C'est quoi la volonté qu'il y a derrière ça? Complexité. C'est vrai que, ouais, allumer une... Enfin, pareil, je me prononce sur les experts propus. Ils m'engueuleront plus tard, c'est pas grave. Je vais dire toutes les bêtises. On verra les commentaires. Non, je pense que c'est très compliqué de faire tourner correctement une turbopompe dès le début. Pour lui offrir, en gros, la turbopompe va offrir les paramètres de combustion corrects à la chambre. Ouais. On est obligé au début de valider un design complet de la turbopompe avant de pouvoir injecter des liquides qui vont réagir directement à l'extérieur, donc forcément dans une chambre. Aujourd'hui, quand on fait les tests de turbopompe, c'est forcément entre guillemets sans combustion. C'est pour ça qu'on remplace nous, le kérosène par de l'huile qui a des propriétés équivalentes pour être sûr de ne pas réagir. Ah, c'est pour ça que vous prenez de l'huile. Ouais. Parce que ça copie en fait le kérosène voilà, en termes de propriétés. C'est une huile spéciale. C'est la même densité, c'est les mêmes caractéristiques physiques. Voilà. Donc ça nous enlève quelques contraintes parce que le RP1 par exemple c'est un fluide explosif, contrairement à l'huile. Donc c'était une des principales contraintes qu'on avait sur le design de banc d'essai, c'est d'enlever toute cette contrainte atmosphère explosive. C'était plus simple pour le design. D'accord. En effet, s'il fallait tester un moteur d'un coup, il faudrait déjà être sûr que la turbopompe injecte comme il faut les ratios, la proportion, le débit que cherchent les fluides directement dans la chambre. Ça, c'est impossible du premier coup, quoi. Surtout quand on part sur un design d'une feuille blanche, ce qui a été fait ici. Donc on la teste séparément. Et en attendant, on ne va pas non plus perdre de temps, entre guillemets, si je me permets, d'attendre que la turbopompe marche pour commencer à la brancher sur une chambre. Donc on a le banc Celerity, dans ce que Jawad nous permet aujourd'hui de simuler également la turbopompe ou non. Donc on est capable d'allumer en très haute pression directement dans la chambre pour tout de suite vérifier le comportement de la structure de la chambre, les protections thermiques, tout ce qu'on va vouloir qualifier uniquement sur la chambre, sans attendre que la turbopompe soit prête et que ce soit elle qui provoque la réaction directement dedans. D'accord. Le jour où on sera prêt, on pourra alors du coup coupler le générateur de gaz de la turbopompe directement sur la chambre. Et là, on fera du coup les tests moteurs, les fameux tests qu'on appelle équipe intégrée, où on aura tout l'ensemble. Et on pourra switcher le banc en basse pression, qui va juste du coup simuler les réservoirs du lanceur, injecter en basse pression, et c'est la turbopompe qui va provoquer... Il y a encore beaucoup de tests. Du coup, le chemin est long. Hein. Des tests, oui. Là, Je ne sais plus qui c'est qui me disait combien de tests on allait faire cette année. Et du coup, là, on en a déjà fait bientôt une dizaine. Alors, tout mélangé, on est même au-delà de la dizaine. D'ici la fin de l'année, il y en a encore plus d'une cinquantaine à passer. Vous avez de la chance, vous avez vu que vous avez votre propre site d'essai, vous pouvez essayer comme ça. Et là, vous êtes sur la turbopompe en ce moment? Les deux, en fait. Les deux. On est sur les deux. C'est justement le gros intérêt en fait, d'avoir ces deux bancs d'essai. Qu'on est capable de tester les deux parallèlement. Les trois même, je veux dire. Si on refait des switches encore en turbopompe et en catalyseur, parce qu'on a la Propus design tous les sous-systèmes en parallèle, il y a différentes équipes. Et nous, on peut facilement switcher même le deuxième banc sur une turbopompe ou sur un nouveau catalyseur, comme il vient le dernier passage. Là, c'était la version vol du catalyseur qui est en fin de design. Est-ce que vous confirmez que la turbopompe, c'est l'élément le plus complexe, peut-être le plus coûteux d'une fusée? Le complexe, oui. Ouais. Le plus coûteux d'une fusée, je ne sais pas. Ça représente une part significative de la fusée. Après, tu vas avoir des choses qui sont aussi très coûteuses, comme toute la partie avionique. L'avionique, très rapidement, tu montes dans beaucoup de problématiques pas forcément de fabrication, parce que fabriquer une carte électronique, on sait faire maintenant.
mais tu as toute la partie, ce qu'on appelle acceptance test, donc toute la partie sortie d'usine, tous les tests qu'on fait pour s'assurer que l'équipement fonctionne bien. On a énormément de choses à faire. Et donc souvent, ça rajoute des coûts, des coûts conséquents. Mais oui, la turbopompe reste un élément hyper complexe. En termes de conception, c'est clairement l'un des éléments les plus complexes. Tu as aujourd'hui des problématiques de vibration, de thermique, de pression. Donc la thermique, c'est en haut et en bas. Des problèmes de transitoire. Enfin, tu mélanges quasiment toutes les physiques qui existent dans un petit élément qui est gros comme ça. Quoi. Ouais, on dit souvent que c'est la puissance d'un TGV dans un élément qui est gros comme ça. Quoi. Ouais. Puis c'est la seule pièce aussi où tu mélanges à la fois le LOX et le kérosène sans que tu veux qu'ils se mélangent. Donc, Et pourquoi du coup vous avez choisi une turbopompe? Parce qu'à la base c'était des pompes électriques, de ce que j'avais compris, donc le design a changé. Pourquoi ce changement de design? Ah, je rebotte. Ça rebotte en touche. Ouais, c'est le BE, ça fait jamais ce qu'il c'est fou. Mais on s'adapte, hein, nous, on fait ce qu'il faut. Alors, tu vas avoir sur la partie motopompe, tu as une grosse problématique, c'est les batteries. Ouais. En fait, en termes de conception, c'est beaucoup plus facile d'entraîner un moteur électrique pour pouvoir aller à la vitesse que tu veux, pour pomper et donner la pression que tu veux. En plus, c'est hyper pratique dans le sens où tu peux modifier ton moteur en termes de vitesse et donc du coup avoir un fluide qui va plus ou moins vite, plus ou moins peu de pression. La grosse problématique en fait, c'est que ces batteries, quand elles se vident, plus ton vol va avancer, plus tes batteries vont se vider et pour autant la batterie fait le même poids. Et donc dans toutes les problématiques, quand tu pars sur une turbopompe, si tu utilises un ergol complémentaire comme nous on fait, ou que tu utilises les ergols de ta fusée, tu vas consommer en fait. Tu vas consommer et donc ton lanceur va s'alléger en poids plus tu vas avancer. Donc tu as un effet de seuil où sur des tout petits moteurs, ça va être intéressant de faire des motopompes. Si tant est que tu optimises vraiment la technologie de batterie. Mais au bout d'un certain temps, en fait, tu vas commencer à être beaucoup trop lourd et en fait, ton ratio poids-puissance va plus être assez intéressant. C'est pour ça qu'on voit que chez Rocket Lab, ils jettent les batteries. Exactement. Quand ils sont en vol. Vous n'avez pas envie de jeter des batteries dans... D'un point de vue écologique, d'un point de vue écologique, non, ça va pas du tout avec l'image de la boîte. Et puis derrière, à côté de ça, c'est hyper complexe. Tu es obligé d'avoir une trappe, d'avoir un système mécanique. C'est un système mécanique qui peut aussi se louper. Si ça loupe, du coup, tu te trimbales, on parle de centaines de kilos qui se trimballent en plus dans le lanceur. Ouais, c'est des batteries de centaines de kilos. Ouais, ça fait vite la différence. Ouais. Donc effectivement, quand on est passé des études du moteur MK1 au moteur MK2, on a passé un seuil où on s'est dit globalement on abandonne notre idée parce qu'à la base on voulait des motopompes. On abandonne et on se lance du coup dans la technologie de turbopompe. Ok. Donc plus grand plaisir des turbos mécaniciens. C'est plus complexe mais du coup avec des avantages. Ouais. Ok. Et alors aujourd'hui, donc là on teste en parallèle, on a dit, donc la chambre de combustion, il y a déjà eu combien d'allumages pour l'instant sur la chambre de combustion? Deux allumages concluants. Ok. Parce qu'il y a eu des allumages non concluants, j'imagine, enfin des tentatives. Puis Antoine, c'est en fait nous ce qu'on considère comme un allumage concluant, c'est vraiment que toute la séquence, donc les dernières minutes, lorsque tu passes en automatique, la séquence se déroule nominalement du début jusqu'à la fin. Okay. Donc ça serait comme un succès plein. Donc là il y en a eu deux. Où on a pu avoir vraiment un allumage du début jusqu'à la fin, parfait, sans comment on peut appeler ça, comme nous on appelle ça dans la séquence, sans mise en configuration de sécurité. Ouais. Donc sans que le système nous dise il y a un problème, il faut que je l'arrête. Donc il y a eu deux allumages concluants, et j'ai quelques-unes d'essais, quoi. Il y en a eu 6 en total. Okay. Donc, mais là on a fait au moins 2 allumages concluants d'affilée, donc de suite. C'est quoi la suite du coup après? Continuer. Non, le banc en fait il est toujours en phase de qualification pour la partie turbopompe qui va arriver bientôt d'ici l'été. Donc nous on poursuit la qualification du moteur sur toutes les itérations. Donc en fait on fait à chaque fois un essai. Derrière il y a une présentation des résultats. La propu voit ce qui s'est passé en bien ou en mal. Et derrière donc il propose des solutions ou une nouvelle itération pour tester un nouveau point de fonctionnement. Et le but, c'est vraiment de pouvoir tester le moteur sous toutes les coutures pour que lorsqu'on arrive à la fin de la qualification de tous les moteurs, on sache
on sache vraiment ce qu'on a devant nous, quoi. Vous faites beaucoup de simulations quand même, j'imagine, avant, et du coup, vous n'avez pas trop de grosses surprises quand vous faites les essais. Ou à l'inverse, vous avez eu des grosses surprises en mode, mais comment on n'a pas pu voir ça? Les deux. Un peu les deux, On hein. fait beaucoup de simulations. On fait beaucoup de. Côté moteur, oui, bien sûr, on en fait énormément. Ouais. Côté banc d'essai, on n'en fait pas énormément, c'est plutôt du test. C'est la partie vraiment qualification du banc d'essai. Où, donc notre système, on a un schéma fluide, on sait qu'il fonctionne. Derrière, pendant la qualification, c'est là où on voit réellement si l'équipement qu'on a acheté, il répond correctement à nos besoins, Ouais. si notre vanne elle répond correctement, assez rapidement, elle s'ouvre, elle sort comme on veut, etc. Donc c'est vraiment la phase qualification où on fait toutes ces simulations finalement. Ok. C'est indispensable de faire toute cette phase-là avant de pouvoir allumer correctement. Je sens qu'il y a eu des problèmes de vanne, non? Bon, entre autres, non, mais enfin, ce que dit Justine, c'est quand même important. Ça fait aussi écho à ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi ça peut prendre du temps à qualifier un banc. C'est que des fois, on parle en millisecondes. Ouais. En fait, on essaie d'analyser quelque chose qui se passe en millisecondes. Et donc, du coup, ça peut paraître futile et un peu à l'opposé de ce qu'on veut faire dans le New Space, c'est-à-dire d'aller vite. Mais des fois, c'est des choses importantes parce que ça permet de garantir le fonctionnement du moteur. Donc, de garantir que l'oxygène arrive au bon moment, que le RP arrive au bon moment, qu'on ait une bonne combustion et que tous ces paramètres-là soient répétables. Donc, c'est pour ça que oui, les vannes sont un élément important. Et puis, c'est ce qui nous sépare, mine de rien, du banc, donc du sol, comme on dit, du bord, donc du lanceur. C'est vraiment une vanne, quoi, donc, qui s'ouvre très très rapidement, qui se ferme très très rapidement aussi. Et du coup, sur le calendrier, quand est-ce que vous allez faire des essais avec la turbopompe et la chambre? C'est cet été. Cet été, On a c'est un prévu été, pour cet été oui, on a un été qui va être sympa. L'été La batterie. L'été sera chaud. Oui, oui. Non, donc oui, bah, sur notre site d'essai batterie, donc là on travaille pour être prêt d'ici cet été à faire ces essais-là, donc toute la campagne d'essai avec la turbopompe. Pourquoi le Kérolox, à l'heure où le monde entier se met au méthane? C'est vraiment parce que c'était très connu, beaucoup de... Il y a vraiment ce côté pragmatique. Il y a un côté aussi sur l'aspect design et opération. Aujourd'hui, déjà manipuler un ergol cryo, c'est hyper compliqué. Ouais. L'oxygène est, malgré ce que pensent beaucoup, est quand même très complexe, très dangereux à manipuler. Crée donc beaucoup de contraintes sur la partie thermique, que ce soit lanceur, que la partie moteur. Là où du coup on a un autre ergol dans le couple qui est liquide à l'état naturel, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Derrière la partie typiquement méthane, on va être sur une combustion qui est beaucoup plus complexe à stabiliser. Là où nous on est capable de se réduire sur une turbopompe, donc qui réduit, on parlait tout à l'heure, la partie coût, la partie complexité. On réduit sur un élément, en fait, on a une turbopompe pour les deux ergols, chose que tu ne peux pas du tout faire sur un LOX méthane. Et donc du coup, qui rajoute de la complexité. Et derrière, on va retrouver notre idée des 50 lanceurs par an. En fait, quand tu veux produire un lanceur à 50 exemplaires par an, à moins de t'appeler SpaceX et d'avoir eu des années d'itération pour améliorer le design, parce qu'on sait bien que c'est SpaceX qui recherche ça, ils conçoivent le design pour produire. Ouais. Et donc du coup, nous, on est un petit peu dans cette même idée. On est débutants en fait sur le marché, on reste débutants. Et donc du coup, si on veut faire 400 moteurs par an, il faut que notre moteur il soit le plus simple possible. Ok. Combien de pièces le moteur en tout? Question piège. Question piège. Question piège. Ouais, on doit être à une cinquantaine de pièces quand même. Ah, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors oui, alors la partie piping and instrumentation, c'est toute cette partie-là. Toute la tuyauterie, quoi. Ouais, toute la tuyauterie, c'est difficile. Ça dépend à quel niveau tu veux descendre dans le détail. Mais donc la grosse mécanique, grosse partie fluide, on est une cinquantaine de pièces. Voilà. Là, je pense que toute l'équipe propulsion va se retourner. Ah mais non, c'était pas ça. Tu as bien répondu, ça dépend où on met la limite. Voilà, ça dépend où on met la limite. Là, on peut dire qu'il y en a 3. Ça dépend ce que tu comptes. C'est ça, on s'arrête là. On compte pas les boulons. Voilà, c'est ça. Et je disais, de toute façon, vous n'êtes pas intéressé pour faire de la récupération pour l'instant, donc le méthane qui a un avantage qui laisse moins de traces et tout, etc. Vous, ça vous intéresse pas forcément en fait, pour rester sur des Kérolox. Ouais, tu as toute cette partie-là. Alors, la réutilisation, bien sûr, on l'a dans le cœur de l'ingénierie. On a toujours envie d'aller un peu plus loin et d'aller vers cette réutilisation. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est d'aller en orbite.
Donc on a focalisé toute notre énergie là-dessus et aujourd'hui non, Zephyr est pas prévu du tout d'être réutilisable, donc on n'a pas cette problématique-là à régler. Est-ce que le moteur il va continuer à être itéré tout le temps? C'est-à-dire est-ce que là vous pensez déjà à une nouvelle version du Navier, ou est-ce que vous allez vous bloquer sur un design à un moment donné et comme le Merlin par exemple de la Falconen, il s'arrête, il n'est plus itéré, puis d'un coup il devient c'est bon, le produit en série. Vous allez garder cette logique itérative jusqu'à quand? Je pense encore quelques années. Ouais. Encore quelques années. Même après les premiers vols, quoi. Voilà, au-delà de... côté ici, ils sont en train de se dire, oh là, il y a encore plein d'activités qui m'attendent. Non, mais c'est bien. Parce que nous, le site, il est grand. Il y a encore de la place. On peut installer des bancs, on aime ça. On sera pas au chômage, on le sait. Quand tu conçois un moteur, tu conçois quelque chose avec des marges. Donc tu sais que pendant le vol, tu vas pouvoir réduire tes marges. Tu vas pouvoir viser une pression chambre beaucoup plus élevée. Avoir modifié un peu ta géométrie. Donc en fait, il y a plein d'itérations possibles. Aujourd'hui, on est aussi sur un cycle assez simple, avec on en parlait, un générateur de gaz avec un catalyseur qui est à l'extérieur. Une des solutions peut être de simplifier, d'être sur un nouveau cycle moteur. Donc il y a plein de choses à faire. C'est quoi les plus grosses galères que vous avez eues? Parce que vous avez dû en avoir des galères, si on peut les dire. Et vous, ça va durer 3 ans. Non, mais si on peut les dire, parce que là on a parlé des succès. Mais le spatial, c'est aussi, à mon avis, beaucoup d'échecs, de galères. On a parlé de bricolage tout à l'heure. Non, enfin, sur les problèmes qu'on a rencontrés, alors forcément sur l'intégration du banc, il y a toujours les éléments qui, sur un plan, tu te dis bah ça arrive bien en face, et puis tu arrives en réalité, tu te dis je suis un peu à côté. Et donc du coup, forcément, il faut s'adapter. Donc ça fait partie de l'intégration, c'est un peu le jeu. Donc ça, c'est mon travail aussi de tous les jours, d'être sur le terrain avec les équipes. Et dès qu'il y a un problème, ok, on fait ça, on fait ci, et histoire d'aller vite. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire du mieux qu'on pouvait. Et après, sur la partie qualification, alors, il y a les problèmes, on va dire, classiques de fuite sur un réseau. Forcément, quand on met un réseau en première fois en service, on pense qu'on a tout serré comme il faut, etc. On a un processus qualité qui suit tout ça. Forcément, à un moment donné, tu vas passer à côté de quelque chose et il y a une fuite, donc il faut la régler. Et puis, il y a les équipements qui peuvent aller entrer en défaillance. Forcément, c'est un banc. Donc un banc, ça vit. Du jour où tu installes l'équipement jusqu'au jour où tu vas vraiment l'utiliser, il peut y avoir un temps qui peut s'écouler. Et puis même, dans tous les cas, on n'est jamais à l'abri que là, à l'instant T, il y a peut-être un problème qui vient d'apparaître sur mon banc, je le saurai que demain. Mais c'est des choses qui nous arrivent et qui, dès qu'on est là, on a un travail avec Justine, c'est de préparer aussi, d'anticiper ces problèmes-là. Et donc on se base sur ce qu'on peut savoir. Donc on sait qu'on a des éléments qui sont critiques. Donc un détendeur, c'est ce qui permet de régler la pression qu'on veut pour que ça arrive parfaitement au niveau du moteur à la pression qu'on veut. C'est une pièce un peu d'orfèvrerie aussi. Donc ça, on sait que c'est une pièce où la défaillance est possible et facile, entre guillemets, dans le sens où la moindre petite chose qui va venir l'embêter, ça va lui dire, j'aime pas ça, et donc je vais faire un peu ce que je veux. Et donc forcément, on travaille, on a des pièces de rechange sur ces équipements-là. Il y a les vannes aussi qui peuvent entrer en défaut. Le détendeur, pardon, il est fait chez vous, fait en interne? Ça, c'est des pièces qui sont faites par des personnes qui sont un peu expérimentées dans ce domaine-là. C'est des pièces quand même qui sont assez complexes. Et donc nous, on connaît un petit peu le tissu de fabricants de ce type d'équipement-là, et on travaille avec eux, qui sont principalement en France. Et on travaille avec eux pour avoir des années, avoir le besoin, leur dire nous on veut vraiment cette pression-là, ce débit-là. Donc derrière, c'est le travail de Justine justement. Derrière, donc d'avoir la bonne pièce en réponse, et derrière la tester pour s'assurer que ce qui nous a été vendu, forcément, répond à notre besoin. Ok, donc il y a des surprises, quoi. Il y a des surprises, mais c'est le jeu en fait. On sait que on a beau être au 10e banc d'essai qu'on fera, on aura toujours des surprises, mais l'idée c'est vraiment de se baser sur l'expérience qu'on a acquis du MK1, du banc d'essai donc Rotativity pour la turbopompe, et du banc d'essai moteur pour construire les futurs bancs et toujours aller plus vite, quoi. Et juste pour avoir une ordre d'idée, il y a à peu près combien de capteurs sur un banc? Oula, 200 150. Ouais, 150. entre 150 et 200. Ouais. 150 capteurs de Pression, température. Vibration, poussée, bien sûr. Et vous avez des simulateurs de mass morse aussi pour voir justement, pour simuler par exemple des réservoirs ou des... Donc c'est les gueuses, non? C'est un peu comme les gueuses? J'avais pas. Tu vas avoir alors typiquement toute la partie les vérins. Donc Ouais. Les moteurs en fait sont pilotés. On aura une orientation de vecteur poussé là pour toute la partie pilotage. Et donc là les vérins aujourd'hui on les installe pas parce qu'on met déjà au point la partie sur les convections. Et donc en attendant on a en fait un simulateur du vérin et dans lequel on regarde les efforts qui passent dedans pour s'assurer que la chambre s'allume bien.
pour s'assurer qu'on est bien dimensionné par rapport à ce qui va arriver en termes d'électronique. D'accord. Et là, vous travaillez donc sur le moteur, la chambre de combustion, la turbopompe, mais du coup, j'imagine qu'il y a d'autres équipes qui sont en train de commencer à bosser sur la coiffe, les réservoirs, les systèmes de guidage. Ça tout avance en même temps ou vous êtes d'abord le moteur et après le reste? Tout en même temps. Tout en même Ouais. temps, ok. Là, c'est vrai que là, on n'a qu'un seul BE représenté, mais il y a 3 BE. Du coup, on a la direction technique de Bastien, avec donc la partie fluide propu, il y a la partie LED contrôle commande, Ouais. et la partie méca architecture, donc qui s'occupe à la fois des structures sol, mais également aussi de toute la partie structure lanceur. Ok. Et là, eux, oui, c'est vrai qu'on en parle moins, mais ça avance et ça va vite arriver. Puis il y a aussi l'équipe pro de production, donc qui est chargée à terme de produire le lanceur Zephyr, et qui actuellement se prépare à ça et commence la production, et aussi nous aide au niveau du banc, sur la production d'équipements de pièces, pour toujours avoir cette idée-là d'être assez rapide dans la réponse. Ouais. C'est qu'on est à 45 minutes de notre site d'essai. J'arrive un matin, il me manque une pièce. Ici, l'équipe production a déjà fait ça, a déjà répondu dans la même journée pour nous ramener une pièce directement sur le site et ne pas perdre trop de temps dans la poursuite de nos essais. Comment vous transportez tout ça? Parce que pour l'instant, ça va, ça reste encore des chambres de combustion, mais quand vous aurez un premier étage complet à devoir amener à 45 minutes, Donc, on a un convoi exceptionnel? En fait, non, ouais, alors oui, on est sur un convoi exceptionnel. On va voir des camions passer avec... Non, en fait, c'était une des données d'entrée en fait, quand on a fait la conception et la fameuse longueur des 2 étages. C'était que le premier étage rentre dans un conteneur. Et donc, du coup, il rentre dans un conteneur en convoi exceptionnel, mais il rentre dans un conteneur. Ah, c'était carrément une des données fondamentales. Enfin, Alors, on voulait en fait avoir une logistique simple. Ouais. Quand tu veux faire 50 lancements par an, ouais, bah oui. à moins d'avoir un bateau qui fait beaucoup de rotation ou des avions, tu Mm. dois passer par des voies de logistique un peu plus simples. Et donc, du coup, Ok. on a pas mal travaillé ça. Justement, on va parler un petit peu de l'avenir. Zephyr, elle est censée décoller d'où? Encore une question piège. Ah, parce qu'on a entendu parler de Kourou, mais 50 lancements par an, ça va pas être possible à Kourou, vu le nombre d'acteurs qui veulent lancer depuis Kourou. Donc j'imagine que vous envisagez partout. Alors, on travaille effectivement sur... On sait déjà qu'à terme, à 50 lancements, on aura plusieurs spaceports. Ouais. On sera probablement aux alentours de 2, même plutôt 3 spaceports qui doivent fonctionner en parallèle. Et derrière, là, on travaille, nous, la question primordiale sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est quel sera le premier spaceport sur lequel on va se déployer. Et donc ça, on travaille aujourd'hui, bien sûr, avec le Centre spatial guyanais, qui a quand même quelques années d'expérience dans le domaine. Je ne sais plus je crois qu'il fête les 70 ans, il me semble. Oui, ça doit être ça. Il fête, donc ils savent faire. Ouais. Et donc du coup, on travaille, on est plusieurs à être issus de là-bas, à être passés par là-bas. C'est aussi un endroit qu'on connaît. On travaille aussi pas mal avec Saxaborn, donc là où on a déjà fait nos essais. Et on travaille aussi avec d'autres spaceports, que ce soit en Australie, que ce soit dans l'état d'Oman, ou même la partie Norvège où est partie Spectrum il y a quelques Vous semaines. n'avez pas eu peur pour le pas de tir, justement, il y a quelques semaines? C'est vrai que ça... Un petit peu. Quand je l'ai vu, moi, j'ai cru que c'était retombé sur le pas de tir au début, parce que vraiment, c'est pas parti très haut. Mais... Ouais, les images. Ça, montraient, c'était bien que sécurisé quand même. Mm. Et vous, ça vous fait pas peur un échec au premier... Enfin, vous avez un échec au premier décollage de Zephyr, justement. C'est en mode... ça fait partie du processus d'itération, c'est OK, c'est normal. Parce que moi, j'avais été impressionné. C'était Isar, il disait, nous, si on atteint les 20 km, on est content, quoi. En C'est fait, même pas un objectif d'aller en orbite. En fait, voilà, ça dépend où tu mets la barrière. Et l'objectif du premier vol, c'est d'obtenir le plus de données possible. Ouais. Pour être capable derrière d'aller retravailler ton moteur, d'aller retravailler tes marges structurelles, d'aller améliorer ta partie GNC. Et donc du coup, finalement, plus tu vas haut, mais c'est surtout plus tu dures de temps, plus ton lancement dure longtemps, plus tu vas avoir de données d'essai. Et donc c'est sûr que quand tu fais un lancement qui dure quelques secondes, tu auras beaucoup moins de données que si tu vas à 100 km ou que tu vas jusqu'en orbite. Maintenant, qui arrive à aller en orbite au premier lancement, c'est compliqué. Bah oui, c'est très dur. Hein. SpaceX, sur la Falcon 1, a mis au moins 4 ou 5 essais avant d'atteindre l'orbite. Et finalement, on est presque à se dire, si tu vas en orbite au premier lancement, c'est que tu aurais peut-être pu tirer plus tôt. Ouais. Et donc du coup, peut-être qu'il
dans ce cas-là, on n'a pas pris assez de risques. Et je crois qu'il y a une entreprise chinoise qui l'a fait du premier coup il y a 1 ou 2 ans. C'était assez impressionnant. Je crois que c'est ceux qui ont fait la Zhuchui, je suis plus sûr. Si on parle du futur, j'ai vu que vous avez signé un partenariat avec Atmos Space Cargo, qu'on connaît bien sur la chaîne parce qu'on avait notre première charge utile, nous, avec eux. Et malheureusement, j'aurais préféré que ce soit vous qui lanciez la Phoenix 1 parce que c'est SpaceX qui a lancé Phoenix 1 et l'étage supérieur de la Falcon 9 a donné un mauvais angle de rentrée à Phoenix 1. Donc malheureusement, la plaque de la communauté, je peux vous l'annoncer comme ça, je pense qu'elle a brûlé dans l'atmosphère. Ou alors elle est irrécupérable au fond de la mer, à 2000 km du point de chute. Mais ouais, vous avez signé un partenariat avec Atmos. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois qui viennent à plein d'autres partenariats comme ça avec le New Space européen? Est-ce que vous formez des maillons avec... il y a beaucoup d'entreprises en Europe, dans le service en orbite, etc. Est-ce que vous commencez à avoir déjà des premiers signaux là? Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché du New Space est en plein essor et en train de se développer. Il y a plein de partenaires qui arrivent sur le marché, qui commencent à avoir des sacrées avancées technologiques et donc être capable d'aller chercher rapidement un lancement. Et donc oui, il y a des choses qui sont prévues, il y a pas mal de discussions en cours pour aller justement un peu vers la suite de ces offres, ou en tout cas ce travail qu'on fait avec ces entreprises qui recherchent en fait l'intérêt, qui ont un très fort intérêt pour le lancement dédié. Ok. J'imagine qu'en ce moment, les armées aussi doivent vous contacter pas mal, non? On a des contacts, on travaille aussi sur la logique, ce qu'on appelle l'offre responsive. Ouais. Donc être en capacité de mettre un lanceur rapidement, un lanceur rapidement sur le pas de tir pour lancer une charge utile. Vous pourriez décoller de France, si l'armée vous le demande? Si un jour on a le droit de survoler, en fait, tu as beaucoup de problématiques sur l'espace aérien. Ah, j'imagine. L'espace aérien et toute la partie zone de retombée. Aujourd'hui, il faudrait modifier un paquet de lois, notamment toute la partie loi opération spatiale, pour pouvoir faire ce genre de lancement. Ou consommer énormément d'énergie pour éviter justement ces zones-là avec une petite charge utile. En tout cas, sachez que pour tous les passionnés qui adorent voir des lancements, c'est super cool qu'il y ait de plus en plus de lancements en Europe, donc je pense en Norvège, etc. Ça fait quand même moins loin que d'aller au Texas, même à Kourou. Figure-toi, pour la petite anecdote, que quand on allait en Écosse, je mettais plus de temps. Ah ouais? Justine est venue aussi. On mettait plus de temps pour aller sur le pas de tir à Saxe-Savord que pour aller en Guyane. Parce que c'est vraiment au milieu de nulle part, quoi. Ouais. T'as 3 avions, 2 ferries, de la voiture. Ah ouais. Ah bon, je retire ce que j'ai dit. C'est peut-être compliqué d'aller voir des lancements en Europe, du coup. C'est vrai que la logistique fait que... c'est peut-être aussi les 70 ans d'expérience du CSG qui ont développé tout ça, mais aujourd'hui on peut partir à 8 heures de la maison à Paris et être à 18 heures au boulot à Kourou. Ouais. Le décalage est dans le bon sens, c'est vrai, quand ça part, finalement on se rend vite compte que c'est clair, dans ce sens-là. C'est simple, entre guillemets. Et quand j'ai entendu les expériences de Saxe-Savord en arrivant ici, après c'est un... on aime beaucoup Saxe-Savord, c'est une zone pionnière, donc en fait ça va se développer. Et quand tu vas avoir 4-5 acteurs qui partiront de là-bas, en fait, les offres, toute la partie aviation, tu auras peut-être même de la partie charter, tu peux avoir plein de choses qui peuvent se développer et du coup qui permettraient d'aller un peu plus vite. Vous allez devoir coopérer avec plein d'autres acteurs, justement, même rien que pour Kourou. Si on annonce pour l'instant 5-6 entreprises qui pourraient tirer de Kourou, si vous voulez tirer vous-même juste 10 fusées depuis Kourou, c'est-à-dire que le planning il va être ultra serré, le moindre retard d'une entreprise va vous retarder. Ça peut être un désavantage pour vous au final d'avoir le même pas de tir que plein d'autres entreprises? Alors tu n'as pas vraiment le même pas de tir en fait. Ouais. Dans la réalité, tu partages la même zone, le même espace, mais derrière chacun son pas de tir. Pour autant, effectivement, tu vas avoir beaucoup de problèmes de coactivité. Dès le moment où il y en a un qui réserve un créneau de lancement, il bloque tous les autres. Donc là, le CSG, le CNES travaille énormément sur cette partie-là. Être capable de travailler sur qui est le plus prioritaire entre un lanceur étatique ou un micro-lanceur privé mais qui fait un lancement étatique. Donc tu as beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Et effectivement, on travaille, on a beaucoup de relations ouvertes avec nos on peut appeler concurrents, pour travailler. Il y a des choses en fait qu'on a intérêt à mettre en commun. Ouais, oui, j'imagine.
J'ai une question comme ça. Vous avez jamais pensé à faire de l'aéroporté? Ah. Parce que on en a parlé dans une vidéo il y a pas longtemps, mais c'est du coup ça a toujours été un peu abandonné l'aéroporté. Il n'y a plus que la Pegasus XL qui doit voler encore une fois tous les 3 ans. Ici, il y a Dark en France qui souhaite faire encore de l'aéroporté. Ça a quand même des avantages de fou de se dire qu'on pourrait utiliser juste tous les aéroports du monde pour décoller une fusée, mais vous n'y avez pas du tout pensé. C'était quelque chose qui était hors champ depuis le début? Oui, c'était hors champ. Il y a un peu ce principe de base de l'esprit pragmatique, de se dire c'est déjà hyper compliqué d'aller en orbite. Ouais, ça rajoute un truc. Donc, commençons par une architecture qui fonctionne, et puis après on verra, on explorera d'autres champs. L'aéroporté, on a une de nos grosses problématiques sur le banc, c'est toute la partie cryo. On veut maintenir en fait en entrée moteur une température très basse au niveau du LOX pour avoir la meilleure combustion possible. Donc ça, cette température cryo, si tu es en aéroporté, faut être capable en fait de refroidir ton LOX en permanence. Dans l'avion. Quand ton lanceur il est sur le pas de tir prêt à décoller, tu passes ton temps en fait à faire les compléments de plein et à retirer le LOX chaud pour remettre du froid incessamment. Et donc du coup, si tu le fais en aéroporté, tu dois le faire dans l'avion, si tu veux pas perdre trop de performance. Et aussi d'un point de vue en fait GNC, on n'en parle pas souvent, mais en fait en aéroporté, la GNC, le pilotage, elle dépend très majoritairement du point de référence, du point de départ d'origine. Et si tu connais pas bien ton point d'origine et ce qu'on appelle ton attitude, savoir si tu es la tête en haut, la tête en bas, si ça tu le connais pas précisément, et ben ça va t'engendrer des erreurs qui vont en fait s'accumuler dans le temps de ton vol. Et donc du coup tu vas te retrouver avec des kilomètres et des kilomètres d'imprécision associés à ton point de départ. Ok. Vos concurrents commencent à vouloir s'attaquer au marché d'Ariane 6. On a vu RFA présenter une espèce de Starship RFA, etc. Est-ce que vous, plus tard, vous pensez faire une fusée beaucoup plus grosse? Qui veut faire une fusée plus grosse? On va déjà essayer d'en faire une. Ouais. Ouais. C'est une bonne réponse. Ça fait déjà du boulot. Hein. Donc pour l'instant, on se concentre sur Zephyr. Il y a certainement, derrière moi, peut-être dans des bureaux, des petits plans pour une grosse fusée, non? Pas du tout. Personne n'y pense? On a des études. On a des études. Quand même. J'ai réussi à tirer quelque chose. On a des études, mais aujourd'hui, enfin voilà, c'est toujours le côté. Mais on a déjà aujourd'hui, en fait, on a déjà notre marché d'identifié, notre marché du lanceur dédié. Et donc, du coup, imaginer un autre marché où, en fait. Ouais. Mais j'imagine quand on est un acteur du spatial aujourd'hui, on se prépare forcément à l'appel d'offres qui va arriver un jour de l'Agence spatiale européenne en mode bon, on fait quoi après Ariane 6? Et du coup, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des réflexions, des débuts de réflexion, parce que moi, à chaque fois que j'en parle avec des acteurs du spatial, tout le monde y pense. Personne n'ose vraiment le dire. Alors, il y a RFA qui a mis un peu les pieds dans le plat il n'y a pas longtemps, mais ça va partir en compétition, je pense, pour l'après Ariane 6. On y pense. Après, est-ce que l'objectif, c'est de répondre à des appels d'offres publics, ou est-ce que c'est d'avoir un marché et de vendre un lanceur qui est compétitif et qui arrive à tirer bénéfice de ses lancements? Okay. C'est un autre sujet. J'ai tenté YouTube. Ok. Est-ce qu'actuellement, là, on parlait d'une usine tout à l'heure qui va ouvrir de 15 000 m², qui sera toujours à Reims. Est-ce que vous avez déjà, du coup, l'outil productif pour produire en masse? Combien de temps ça va... Enfin, entre le premier lancement et le moment où vous arrivez à 50 lancements par an, vous estimez qu'il y aura combien de temps en fait, de mise en place? On parle de quelques années, simplement. Ah ouais? Quelques années, on a une montée en cadence qui va être très rapide. L'objectif, en fait, c'est de rapidement de bloquer la configuration en fait, de ce lanceur de série. Et donc très, très rapidement d'aller là-dessus. Aujourd'hui, non, on n'a pas l'outil de production de masse, tout simplement parce que c'est des investissements qui sont gigantesques. Ouais. Et aujourd'hui, les financements qu'on arrive à avoir, que ce soit du public ou du privé, vont directement dans la partie bureau d'études, conception, essai, et une petite partie production, comme disait Jawad, parce qu'on a des besoins de commencer à monter en maturité sur la partie production. Ouais. Donc on a besoin de faire des petites pièces, de faire du redesign la reprise. Mais... Ok. Ouais. Genre, pour un petit mot peut-être pour nos spectateurs, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Ça recherche dans tous les compartiments. Parce que moi, on me demande souvent, j'ai envie de travailler dans le spatial, comment je fais? Et j'ai l'impression que beaucoup des gens qui regardent mes vidéos pensent qu'il faut être forcément ingénieur. Mais je pense pas, je pense que vous recrutez vraiment
tout type de... Tous les profils, ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on était souvent limité à ça, surtout l'équipe IC où on va faire vraiment du terrain. Tout à l'heure, je disais, on est un tiers d'ingénieurs, en effet, Ouais. dont finalement qu'une toute petite partie connaissent vraiment le domaine du spatial. Il y a des ingénieurs après qui sortent d'autres secteurs qui permettent parfois justement d'apporter une approche un peu plus pragmatique, un peu différente et pas forcément sortie du même moule qu'on a toujours connu. Et après, 2 tiers de techniciens, techniciens, c'est nous pour monter les bancs et les qualifier, on a des électriciens, on a des plombiers, on a des mécanos. Et c'est ça, quel que soit le monde de l'industrie dans lequel ils sortent, Ouais. que ce soit du ferroviaire, que ce soit des climateux, que ce soit des électriciens de câblage, de coffrets, c'est ça vraiment la réalité du terrain. Ça, c'est comme dans toutes les industries, on a vraiment les mêmes compétences en Ouais. fait. Que après, on va aller un petit peu adapter quand même en fonction de nos activités, parce que oui, la phase chantier du coup d'intégration et de qualification, c'est un chantier comme nous, quand on a démarré sur le centre à Titan, ça ressemblait plus à du BTP qu'à du spatial. Ouais, bah oui, vraiment, oui. littéralement. Ah bah, le spatial, c'est beaucoup de BTP aussi au début. Au début, Ouais. oui, il y avait on envoyait au reste de l'équipe des photos, des vidéos de pelleteuses ou de grues. Et après, quand on va rentrer en exploitation, c'est sûr qu'il y a une petite adaptation. Il faut former à la manipulation de systèmes fluides dangereux, entre guillemets, sous pression, à risque. Et ça veut dire aussi pas réfléchir avant de toucher, ça veut dire connaître ces panneaux avant de commencer à pianoter. Voilà, ça demande vraiment une formation, mais qu'on a le temps d'acquérir justement. Et chaque banc, qui est à chaque fois un peu plus complexe les uns des autres, nous a permis justement de former toute cette équipe déjà opérationnelle. Et ça revient tout le côté très en avance qu'on aura justement sur la partie campagne de lancement, exploitation des tirs, où on a déjà une équipe qui a du rétexte là-dessus, qui est formée, qui sait comment manipuler un segment seul. Et ça serait énorme pour la suite. Ouais. D'accord. Donc ouais, vous recrutez, vous pouvez venir par exemple de l'automobile et venir travailler ici. On a un gros mélange, et en fait dans tous les domaines et dans tous les métiers. Et donc effectivement, tu vas avoir des gens de l'automobile. Dans les équipes, par exemple l'équipe GNC, on a des gens qui viennent des drones. Okay. On a des gens de l'aéronautique. On a dans la partie équipe monteur, on a des gens qui viennent de l'horlogerie. Donc en fait, tu vas retrouver un petit peu tous les secteurs. Et donc non, il n'y a pas besoin de venir du spatial, d'avoir fait des études dans le spatial pour venir ici. En fait, ce qui est principal et ce qu'on recherche vraiment, c'est avant tout la passion en fait. La passion du projet. Aujourd'hui, on se veut être une belle aventure et on veut qu'en fait tout le monde y participe et tout le monde se sente impliqué dans cette aventure. Ok. Tout à l'heure, tu as précisé qu'on pouvait aller sur le site pour postuler. N'attendez pas qu'il y ait une offre présente sur le site. Hein. C'est comme toutes les boîtes, hein. Latitude, on n'y échappe pas. Il y a beaucoup de turnover également dans les fiches de poste, qu'elles soient ouvertes, fermées. Ouais. Il y a contact@latitude.eu. Candidature spontanée, n'hésitez pas. C'est là-dessus qu'on récupère le plus de monde. Okay. N'hésitez pas. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à cette interview. Je ne sais pas comment on va appeler ce format. C'est un peu la première fois qu'on fait ce format sur la chaîne. J'espère que ça vous a plu aussi derrière les écrans. Merci à vous. Et puis, la prochaine grosse échéance pour vous, c'est cet été, c'est ça, avec du coup l'essai du moteur complet, pas uniquement la chambre. Exactement. Avec la turbopompe intégrée. Entre-temps, on devrait avoir des essais turbopompes qui devraient arriver supplémentaires. Donc si on voit rien cet été, c'est que quelque chose s'est mal passé sur le banc, il y a eu des problèmes avec une vanne. Ça prend du retard forcément à chaque fois. Maintenant tu connais tous les trucs. Ça, tout à l'heure on a parlé de problèmes justement quand tu as parlé de problèmes techniques directs et quand tu as dit qu'est-ce que vous avez rencontré comme gros problème et tout. Et moi revenant en métropole depuis un moment que j'y avais pas mis les pieds, je pense que le plus gros problème qu'on a rencontré c'était l'hiver. Ah ouais? Ouais. On n'y a pas parlé, on n'en a pas parlé. Quand on s'est retrouvé quand même, le département de la Marne, c'est froid. Hein. Ouais, ça change de courroux. Et c'est vrai, quand on s'est retrouvé avec 5-10 cm de neige pour assembler les éléments sur les bancs, ça vous prépare à la Norvège en même temps. Ah bah là, oui. On était dans le thème pendant 2 mois. Et c'était... Je pense que ça a été un des freins aussi qu'on a eu parce qu'à un moment, il a fallu...
s'équiper et puis faire des pauses un peu plus souvent, quoi. Bon. Voilà, non, les moufles, là, on montait plus rien. Les gants trop fins, on perdait les mains. Donc, ouais, non, c'est... Moi, j'ai tout de suite pensé à ça. D'accord. C'était des belles photos après, le banc se neige. Ouais, bien le sûr. neige, le banc en guirlande de Noël, on a fait pas mal. Hein. C'est un beau sapin, quoi. Ouais. Bon, ben, en tout cas, on se redonne rendez-vous du coup cet été. Alors, on ne sera pas en émission, etc. Mais moi, on va suivre ça si on voit un essai du moteur complet. Et puis après, donc la plus grosse échéance, ce sera en 2026. C'est toujours sur les bons rails pour l'instant pour mi-2026. Alors tu devrais avoir, avant le décollage, tu devrais avoir la partie essai combiné. Ouais. Avec notre particularité, on doit être probablement un des seuls à faire ça, où on a la capacité de faire nos essais combinés sur notre site d'essai. Donc on va faire tous les essais combinés, donc on verra un lanceur en France, dans la Marne, prêt à décoller, allumé, mais on va tout faire pour le tenir. On pourra venir voir Parce ça qu'on ou pas? Est-ce que Ça devrait être possible. qu'un téléobjectif, au pire, on se fait un peu loin. On arrivera à voir ça de loin. Ok, bon, ben, on se donne rendez-vous du coup cet été, après les essais combinés, puis le premier lancement de Zephyr avec une bouteille de champagne sous la coiffe. Merci. On va prévenir Stan. Ouais, bah non, mais je pense qu'il sera d'accord. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. On lira tous les commentaires. On essaiera d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.